Pauline de Malherbe. Bonjour, Général Hubert Bonneau. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur RMC et BFM TV. Vous êtes le directeur général de la Gendarmerie nationale. Et dans une note interne, vous avez adressé à tous vos services le message suivant, je cite: « La possibilité d'un conflit armé et une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisagée. » Je voudrais qu'on prenne le temps ce matin avec vous, Général, de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bonjour madame, merci de me recevoir. Alors je voudrais d'abord remettre cette phrase dans un contexte. Il s'agit d'une lettre interne, effectivement, adressée au grand commandeur de la gendarmerie. Moi je suis un chef militaire et il me paraît important de pouvoir expliquer, de donner des lignes, ce qu'on appelle des lignes d'opération, à mes grands subordonnés pour être prêts face aux diverses éventualités. Alors ce que j'ai voulu dans cette lettre, c'est d'abord poser aussi un cadre, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Cette phrase n'est finalement qu'une toute petite partie du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une société violente, j'y reviendrai, mais nous sommes aussi dans un contexte international troublé. Nous avons depuis 3 ans une guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine, qui produit d'ailleurs déjà des effets sur le territoire national. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Mais le contexte international est important dans le cadre d'une préparation d'une force armée comme la gendarmerie, car dans nos missions, nous avons des missions de police au quotidien, police de la sécurité du quotidien, mais la gendarmerie en tant que force armée doit pouvoir se préparer à toutes les éventualités, y compris d'agression sur le territoire national. Qu'est-ce que ça veut dire un conflit armé et qu'est-ce que ça veut dire agression du sanctuaire national? Alors, un conflit armé, c'est la possibilité pour nos armées d'être engagées dans le cadre d'une guerre, soit à l'extérieur, dans le cadre d'une coalition, mais une éventualité d'une agression armée sur le territoire national n'est pas à exclure. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les évaluations, les analyses des armées, de la défense, de nos autorités. Je crois que cette éventualité ne peut pas totalement être exclue. Et ça fait combien de temps que vous vous dites ça? C'est-à-dire, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que vous vous dites que cette menace, elle est plus grande aujourd'hui que vous ne l'auriez dit il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans? En fait, il y a un facteur, si vous voulez. Il y a un facteur de conjonction. Regardez ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, même dans la préparation des Jeux Olympiques. Vous avez sur le territoire national et dans nos outre-mer, territoire métropolitain et les outre-mer, des actions de déstabilisation régulières. Rappelez-vous les cercueils qui ont été mis sous la Tour Eiffel, par exemple, les agressions sur les lignes TGV. Bon, derrière, il y a des gens qui manifestement veulent déstabiliser. Ennemi interne ou ennemi externe? Alors c'est ce qu'on appelle des proxys. Vous regardez qui est à l'origine de ces affaires et vous voyez que ce sont des personnels étrangers en liaison avec des puissances étrangères. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, permettez-moi de le rajouter, ce qui existe dans le domaine physique existe aussi dans le domaine immatériel, c'est-à-dire dans le numérique. Les actions contre la France, nos entreprises, nos ministères, elles sont tout à fait régulières et fréquentes. Nos hôpitaux? Nos hôpitaux, par exemple, sur des cyberattaques. Donc, je veux dire, c'est un contexte de déstabilisation dans lequel nous pouvons être. Vous avez parlé de 2 choses, Général Hubert Bonneau. Vous avez parlé effectivement du contexte international troublé, je reprends vos mots, mais vous avez parlé aussi d'une société de plus en plus violente. Là, pour le coup, vous parlez d'une menace endogène, c'est-à-dire d'une menace qui viendrait du territoire français, menée par des Français. Oui, alors permettez-moi juste de rappeler une chose qui me paraît importante. C'est-à-dire que ce qui se passe en dehors du territoire national, y compris la guerre en Ukraine, produit déjà des effets sur le territoire national. L'Ukraine, c'est d'abord une augmentation du coût de la vie, augmentation du prix du carburant. Donc immédiatement, nous avons vu sur le territoire national une multiplication des vols de carburant. On sait que beaucoup de camions, par exemple, se font siphonner leurs litres et leurs dizaines de litres de carburant. Des entreprises de transport, des entreprises agricoles où venez voler les carburants dans les cuves. C'est aussi, par exemple, une dérégulation sur les composantes électroniques. Donc vous avez des structures organisées, souvent qui viennent de pays de l'Est, et qui pratiquent des razzias par des vols sériels sur le matériel des GPS agricoles, sur des téléphones, sur les matériaux, les cuivres, etc. Ça a déjà des impacts importants dans le cadre du quotidien. Alors, on ne le relie pas forcément à l'Ukraine, mais c'est une réalité. Chaque crise produit des effets. Encore un autre exemple. Vous voyez, la crise du Covid,
qui est une crise sanitaire. On pourrait se dire, il n'y a pas d'effet sécuritaire. Eh bien si, c'est-à-dire que les gens restent chez eux, donc le vecteur d'attaque, c'est le domicile des gens. Vous avez une multiplication des attaques cyber pendant la crise Covid, où finalement, on vient, entre guillemets, voler les gens chez eux. Et quand je dis qu'on a des violences qui s'exercent, pendant cette crise Covid, une fois de plus sanitaire, vous avez une explosion des violences dans le cadre intrafamilial. Donc vous voyez, les crises sont liées entre elles, et il faut faire la corrélation entre une crise et ses effets. Et on entend bien, Général Hubert Bonneau, et c'est pourquoi je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté de répondre à mes questions. Votre parole, elle est extrêmement rare. Vous êtes aux avant-postes de toutes ces violences, les violences du quotidien, la question du maintien de l'ordre, mais aussi la question du terrorisme et aujourd'hui du trafic de drogue. Quand vous dites, encore une fois, une société de plus en plus violente, à quoi faites-vous référence en particulier ? Alors moi, je suis frappé depuis quelques années déjà par la montée des radicalités. De tout bord. Et je suis frappé aussi par la montée des violences entre les personnes. Alors, c'est le quotidien. Moi, je rends hommage aux gendarmes, aux femmes et aux hommes qui servent en gendarmerie, aussi aux policiers qui sont au quotidien confrontés à ces problèmes. Aujourd'hui, quand vous avez une problématique entre personnes, le premier réflexe, c'est pas de traiter ça entre soi, c'est d'appeler les gendarmes ou les policiers, systématiquement, partout. Et quand je dis que la société est de plus en plus violente, je vais vous donner un chiffre. Alors, ce n'est pas de la criminalité organisée, c'est ce qui se passe au quotidien. Le tiers de toutes les gardes à vue prises par les gendarmes aujourd'hui concernent les violences intrafamiliales. C'est la réalité. Donc, vous voyez que la bande passante des gendarmes, notamment sur le judiciaire, est déjà prise par un tiers sur les violences intrafamiliales. Qu'il faut traiter, c'est un impératif. Qu'est-ce qui vous reste ensuite quand vous dites monter des violences et monter des radicalités? Je voudrais qu'on prenne un instant pour comprendre ce qu'il y a derrière ce mot. Quand vous dites radicalité, c'est le fait que chacun devient plus radical dans son expression de la violence. On pense notamment à la violence des mineurs, dont régulièrement vous, force de l'ordre, mais aussi les chiffres judiciaires le démontrent. Est-ce que vous pensez à une radicalité terroriste, voire à une radicalité religieuse? À quoi pensez-vous? Mais c'est tout ce que vous venez de dire. Les radicalités, vous voyez, par exemple, les oppositions. Je vais faire référence à ce que j'ai connu il y a quelque temps quand je commandais la zone Grand Ouest. Vous avez des décisions qui sont prises à un niveau local, par exemple, de la création d'un centre d'accueil pour des demandeurs d'asile. Eh bien, vous avez derrière, quand je parle de montée des égalités, des oppositions fortes entre de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Donc il y a aussi une violence politique pour vous. C'est assez inédit. Mais on la retrouve déclinée à tous les niveaux. Regardez ce qui vient de se passer tout à fait récemment, où un enfant perd la vie. Elias. Pour un téléphone. 14 ans. Les deux agresseurs avaient 16 et 17 ans. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. C'est que il y a une espèce de libération de la violence, en quelque sorte, auquel nous sommes confrontés. Parce que ça impacte aussi les gendarmes dans leur quotidien. Il faut bien mesurer ça. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure. Avez-vous les moyens de lutter? On va y revenir avec la question des moyens de la gendarmerie. Mais quand on fait ce constat des différents scénarios, des différentes menaces, je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent, Général Hubert Bonneau, que vous avez également été à la tête du GIGN au moment des attentats de 2015, que c'est sous votre commandement qu'ont été traqués puis abattus les frères Kouachi, Adam Martin en Joël. Est-ce que, Général, sur le front du terrorisme, vous estimez que la menace aujourd'hui est, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, à son plus haut niveau? Écoutez, il y a des services spécialisés, évidemment, la DGSI notamment, dont c'est le combat du quotidien. Et nous, sur les territoires, évidemment, on participe à cette détection. Je crois effectivement que la menace est là aussi tout à fait réelle. Et il faut se référer là aussi au contexte international. Ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, ce qui se passe en Syrie, peut être effectivement générateur d'un retour du terrorisme sur le territoire national avec des effets locaux, enfin au Moyen-Orient, déportés chez nous. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'il faut en permanence avoir une posture de vigilance renforcée. Une posture de vigilance renforcée, la question aussi d'une éventuelle radicalisation interne de jeunes. On pense à ce qui s'est passé avec Dominique Bernard, on pense à ce qui s'est passé avec Samuel Paty, évidemment. Est-ce que cette menace-là, vous l'observez? Est-ce qu'elle est sous vos radars ou est-ce qu'elle est dans vos radars? Non, elle est dans les radars de toutes les autorités. Sous la direction des préfets, vous avez des groupes d'évaluation
de la radicalité qui sont mises en place dans tous les départements, auxquels participent tous les services. Et c'est quelque chose qui est suivi, croyez-moi, au quotidien. On va parler de la drogue dans un instant. Comment vous, aujourd'hui, vous estimez protéger les Français? Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, Général, qu'ils sont bien protégés? Alors je voudrais vous dire que c'est justement le fond de ce courrier. Moi, ce qui m'importe, c'est de fixer, j'y reviens, un cadre pour dire à mes gendarmes comment il faut se préparer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors je crois d'abord que tout n'est pas question de moyens. Il faut effectivement des moyens, mais ce qui est important pour nous, c'est de trouver aussi les modalités d'exécution des missions pour qu'on soit le plus efficace possible. Dans cette lettre, j'ai parlé par exemple de la création d'une unité de police judiciaire nationale. Nous avons aujourd'hui des unités très performantes. On l'a vu il y a 15 jours où nous avons fait 2 tonnes de cocaïne sur le Havre avec la section de recherche de Rouen. L'affaire Monsieur Ballan, l'enlèvement du spécialiste des crypto-monnaies. Vous avez réussi à mettre fin à cet enlèvement, à le libérer. Nous avons des unités qui sont spécialisées, mais je pense qu'on peut être encore plus efficace par un regroupement de ces unités au sein d'une grande structure nationale. Avec la police? Avec la police, en liaison avec la police. Police, gendarmerie. Tout ça, ça fait partie de l'organisation des forces de l'ordre face à la criminalité organisée. Monsieur le ministre a voulu, d'ailleurs, en la matière, restructurer une partie des unités de police judiciaire du ministère sous l'égide d'un état-major de criminalité organisée qui est commun à la police nationale, à la gendarmerie nationale. Et vous saluez cette décision? Bien sûr, on va dans le sens de l'efficacité. Donc ça, c'est très important au quotidien. La question de l'efficacité, Général Hubert Bonneau, désormais, le narcotrafic, comme on dit, est considéré comme partout. Le trafic de drogue, petite ville, village, grande ville, ça n'est plus du tout l'apanage d'une ville comme Marseille dont on parlait pendant longtemps. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'un risque de mexicanisation. Est-ce que vous le constatez? Alors moi, ce que je voudrais vous dire, ce que nous constatons, nous, déjà, sur le terrain. Parce que de toute façon, tout part du terrain. Aujourd'hui, vous voyez, les zones de trafic de stupéfiants, vous avez une totale porosité entre la zone de police nationale et la zone gendarmerie nationale. En gros, entre les grandes villes, les zones périurbaines et les zones rurales. Il y a une totale porosité. Et donc, ce qu'on constate aussi, c'est une explosion des trafics. Explosion des violences, explosion des trafics, le constat est assez pessimiste tout de même. Hein. Vous avez parlé d'une libération des violences et là vous parlez d'une explosion des trafics. Je suis désolé de ce constat, mais j'essaie d'être lucide par rapport à ce qui se passe. Donc on doit s'organiser par rapport à ça. On doit vraiment s'organiser. C'est-à-dire que traiter les points de deal, c'est une nécessité. Traiter les trafics Uber-Sheet, c'est une nécessité. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'élan qui est donné, c'est un élan pour casser les organisations. Et notamment sur le blanchiment. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les petits trafics alimentent la criminalité organisée. Mais est-ce que vraiment vous avez les moyens de vous pencher sur chaque petit trafic? Je voudrais vous emmener à Ganges, Général. Ganges, c'est une petite commune de l'Hérault, de moins de 4000 habitants. Notre reporter pour RMC, Anna Jojard, a été y passer 48 heures. Et en quelques heures seulement, elle a rencontré des dealers, parce qu'ils sont là quasiment à ciel ouvert, librement exposés, comme le lui a dit une des habitantes, aux heures de pointe, entre Carrefour et Auchan. Elle a notamment rencontré un jeune homme, il a 25 ans et il deal de cannabis depuis 5 ans. Ça m'est tombé dessus, c'est un collègue qui m'a proposé de base 10 grammes, 20 grammes, et ça a commencé comme ça. Je me vois pas arrêter. Je me dis même si je travaille, je ferai ça. Je suis pas très inquiet pour le plus. Normalement, ils te contrôlent pas. Genre même ils passent en voiture, et jamais ils te contrôleront. On te contrôle pas, ils passent en voiture, mais jamais ils te contrôleront. Ils touchent jusqu'à 500 € par mois grâce à la drogue. Écoutez, moi, un sentiment d'impunité tout de même. Il peut y avoir un sentiment d'impunité. Une fois de plus, ces trafics sont connus. Hein, vous avez sur des points de deal, vous avez des guetteurs, vous avez des vendeurs. Parfois, ils ne connaissent même pas leur commanditaire. Enfin, on leur fournit de la drogue. Ils doivent rendre des comptes sur ce qu'ils ont vendu. Bon, il faut s'attaquer à ces personnes. Bien évidemment, il faut les interpeller. Je pense que là-dessus, le plus important, c'est d'essayer de remonter les filières sur les N+1, les N+2, ceux qui organisent les trafics. Il faut essayer de faire le maximum pour les prendre sur les structures, sur le blanchiment des produits, de la vente de produits stupéfiants. C'est un effort constant
sur lequel nous devons aller. Général, quand Bruno Retailleau parle d'un risque de mexicanisation, est-ce qu'on n'entend pas aussi la question du risque de corruption à bas bruit? Est-ce que vous êtes confronté à cette question-là? Bien sûr, tout le monde est confronté à cette question. Vous voyez, si vous prenez des exemples au niveau européen, la Belgique, vous prenez les Pays-Bas, ils sont confrontés à ces problématiques sur des grands ports, Rotterdam, Anvers, etc. Nous avons les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande est telle qu'il y a en permanence des apports en grand nombre. Mais est-ce que ça veut dire aussi que vos hommes, général, sont confrontés à une forme d'intimidation, de violence, voire de corruption? Permettez-moi juste de revenir là-dessus parce que c'est important. Vous avez des zones sur lesquelles on va par facilité, parce que quand vous avez des milliers de containers, c'est assez facile de dissimuler dans ces containers des produits stupéfiants. Ce qui est intéressant de noter, c'est la diversification des modes d'opération. Aujourd'hui, vous avez de l'arrivée de produits stupéfiants par des bateaux de moindre tonnage, dans des ports secondaires. Vous avez de l'arrivée de produits stupéfiants par des voiliers. Donc d'abord, nous, ce qu'on doit faire, c'est augmenter le contrôle et la surveillance du trait de côte. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on doit lutter contre les phénomènes de corruption. Parce que pour sortir de la drogue d'un port, ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a tout Donc il y a forcément une complicité, sans dire corruption. Il peut y avoir une complicité et il y a souvent de la corruption. Il peut y en avoir. C'est quelque chose qu'on regarde de très près parce que la puissance de l'argent en face est considérable. Considérable. Général, avez-vous les moyens de lutter aujourd'hui? Est-ce que vous estimez, vous avez dit tout n'est pas une question de moyens, mais tout de même, il y a 135 gendarmes en tout. On sait que vous avez du mal, y compris à recruter. Vous devez renouveler 15% de vos effectifs chaque année. Vous faites face à des difficultés parfois de fidélisation. J'imagine, après le constat que vous venez faire, qu'en effet, il faut être quand même motivé et extrêmement courageux pour faire ce métier. Il y a la question quand même du revenu. Il y a la question aussi du logement. Les brigades dorment dans des logements qui sont parfois vétustes. Avez-vous les moyens face à cette menace que vous venez de nous décrire? Ce que vous venez de dire, c'est beaucoup de choses. Moi, je vais vous dire mon ressenti, et qui est un ressenti d'homme de terrain, d'opérationnel. Je reviens à cette lettre. Moi, dans cette lettre, je demande aux gendarmes de travailler leur rusticité, d'être robustes. Parce que j'ai besoin d'hommes et de femmes sur le terrain. Mais ça se travaille comment, la rusticité? Ça se travaille au quotidien. Nos gendarmes, comme nos policiers d'ailleurs, sont confrontés à toute la misère de la société. Il faut imaginer ça. C'est-à-dire qu'un gendarme, au quotidien, sur un accident de la route, il voit des morts. Il arrive dans des fermes où il y a des gens qui se sont pendus. Il arrive sur des homicides. Il est confronté en permanence, violence intrafamiliale, violence sur les mineurs. On a besoin d'hommes et de femmes résilients, forts. Moi, j'ai besoin d'avoir des gendarmes qui représentent un pilier pour la société. C'est impératif. Donc, dans la formation des gendarmes aujourd'hui, nous mettons beaucoup de rusticité pour durcir. Accompagnés ? Bien sûr. On fait un gros effort aussi sur l'accompagnement des gendarmes. Mais ça, c'est essentiel. Moi, je commande une armée. Je veux des gens qui soient capables de faire face en permanence. Et de ce point de vue-là, madame, nous sommes prêts. Moi, je n'ai aucun problème, contrairement à ce qui a pu être dit, de recrutement dans la gendarmerie. C'est faux. Je représente une grande institution qui réalise son schéma d'emploi. Regardez ailleurs. Moi, je n'ai aucun problème. Cette année, nous avons recruté plus de 12 000 hommes et femmes sans aucune difficulté. Nous avons des ETP supplémentaires dans le cadre de la LOPMI, des effectifs temps plein, qui ont été accordés. Donc nos écoles tournent à plein régime. Moi, je vois des jeunes aujourd'hui, et ça, c'est très rassurant. J'ai peut-être un discours un peu pessimiste, mais donnons une note d'espoir. J'ai beaucoup de jeunes qui veulent rentrer dans la gendarmerie. Je n'ai aucune difficulté de recrutement. Et je rajouterais, c'est la même chose pour les réservistes. Aujourd'hui, j'ai 35 000 réservistes dans la gendarmerie. Je compte monter à 50 000. La majorité d'entre eux, ce sont des jeunes qui font des préparations militaires gendarmerie qui aujourd'hui sont pleines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi des concitoyens qui veulent servir, mais véritablement, qui veulent être utiles à notre société. L'avantage pour eux, quand ils rentrent dans la réserve gendarmerie, c'est qu'ils sont employés là où ils habitent, comme les gendarmes, et ils intègrent une unité. Et de ce point de vue-là, je le répète, je n'ai aucune difficulté. Vous parlez des jeunes, une dernière question. Il y a eu ces émeutes en juillet 2023, après la mort de Naël, qui pour la première fois ont eu lieu sur tout le territoire et sur des villes de toute taille. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que ces émeutes pourraient encore être possibles? Tout est possible. Je crois qu'en permanence, si vous voulez, nous, on est... Celui qui commande la gendarmerie, d'abord, c'est l'événement.
Nous, on doit faire face aux événements. On doit être prêt en permanence à y faire face. C'est ça la condition de notre engagement. Alors, ce qui s'est passé en 2023 pourrait se reproduire. Moi, ce que je demande aux hommes et aux femmes qui servent en gendarmerie, à mes militaires, c'est d'être capables immédiatement de monter en puissance, de réagir. C'est ce que nous avons fait à l'époque. Quand vous dites sanctuaire national, juste une dernière question parce que vous n'avez pas expliqué ce mot, sanctuaire national, est-ce qu'on doit entendre éventuellement des lieux de pouvoir, l'Élysée, l'Assemblée? Non, ce que j'appelle le sanctuaire national, c'est le territoire métropolitain de nos Outre-mer. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce serait gravissime qu'on ait une attaque organisée sur le territoire national. C'est ça que je veux dire. Mais nous avons, j'insiste, des zones de fragilité, notamment les Outre-mer. Les Outre-mer parce que ce qui se passe dans nos Outre-mer, avec une montée très importante de la population, des frontières parfois un peu poreuses, par exemple, ce qui se passe en Guyane, ce sont des sujets de préoccupation quotidien.